Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un podcast sur le lupus systémique, item 194 développé dans le collège de médecine interne R2C de 2021. Ce podcast sera divisé en 5 parties, avec la définition et l'épidémiologie du lupus systémique, puis nous verrons sa clinique, l'utilisation des examens complémentaires et la prise en charge. Nous finirons avec un point sur le syndrome des anticorps antiphospholipides ou SAPL. Pour commencer, on va donc reprendre la définition du lupus systémique. Il s'agit d'une maladie auto-immune systémique de présentation et de pronostic hétérogène, caractérisée par la production d'anticorps antinucléaires ou AAN, dirigés en particulier contre l'ADN natif. Le lupus systémique s'associe parfois au syndrome des anticorps antiphospholipides, ou SAPL, caractérisé par la survenue de thromboses récidivantes ou d'événements obstétricaux, et la présence d'anticorps antiphospholipides. On reprendra ça à la fin du podcast. D'un point de vue épidémiologique, le lupus systémique est une maladie rare. Il survient 9 fois sur 10 chez la femme, généralement en période d'activité ovarienne. C'est pourquoi je parlerai de patientes et non de patients durant ce podcast pour marquer l'importance du sexe ratio. Il est plus fréquent et plus sévère chez les personnes à peau noire. Ainsi, un profil assez spécifique peut être accroché au dossier de lupus systémique. Les antécédents gynécologiques peuvent être une orientation supplémentaire du fait d'une potentielle association avec un SAPL. Concernant le diagnostic de lupus systémique, il repose sur l'association de signes cliniques et biologiques. D'un point de vue clinique, il s'agit d'une maladie très polymorphe, à savoir qu'une rechute n'intéressera pas forcément le même organe à chaque fois. On va reprendre ici les atteintes les plus fréquentes, c'est-à-dire celles présentes chez plus de 50% des patientes et celles présentes chez 30 à 50% des patientes. À savoir que l'atteinte grave la plus fréquente est l'atteinte rénale, présente dans 40% des cas. Dans les atteintes présentes chez plus de 50% des patientes, on retrouve la fièvre, les manifestations dermatologiques et les manifestations rhumatologiques. Pour commencer, nous allons détailler les manifestations dermatologiques qui sont présentes chez 80% des patientes. Les lésions cutanées spécifiques lupiques prédominent sur les zones exposées, en raison de leur photosensibilité. Elles sont classées en lésions aiguës, celles présentes chez 80% des patientes, et les lésions subaiguës chroniques présentes chez moins d'un tiers des patientes. Le lupus aigu est une éruption érythémateuse sur le visage en vespertilio, symétrique sur le nez et les pommettes, prenant alors la forme en loup de carnaval, d'où le nom de lupus. Les lésions cutanées de lupus aigu peuvent aussi s'observer sur le décolleté, les doigts ou les muqueuses, où elles revêtent alors un aspect érosif. Ensuite, il y a le lupus subaigu, qui correspond à une éruption à nouveau érythémateuse, mais cette fois-ci annulaire ou polycyclique, très photosensible, qui touche le décolleté, le tronc et les membres. Ensuite, il y a le lupus subaigu, qui correspond à une éruption à nouveau érythémateuse, mais cette fois-ci annulaire ou polycyclique, très photosensible, qui touche le décolleté, le tronc et les membres, mais respecte habituellement le visage, à la différence du lupus aigu. Enfin, les lésions de lupus chronique prennent l'aspect de lupus discoïde, prenant la forme de plaques bien limitées, associant érythème télangiectasique, squame épaisse et atrophie cicatricielle. D'autres lésions non spécifiques peuvent être observées, comme une chute de cheveux, fréquente lors des poussées. Ensuite, on retrouvera les manifestations rhumatologiques, également présentes chez 80% des patientes. Il s'agit typiquement d'une polyarthrite bilatérale, symétrique, non déformante, non destructrice, des petites et des moyennes articulations, notamment celles des mains, des chevilles et des genoux. Elle est souvent inaugurale. Maintenant, nous allons aborder les atteintes présentes chez 30 à 50% des patientes. Nous pouvons notamment retrouver une atteinte rénale, que nous allons détailler, et un phénomène de Raynaud. Il peut également y avoir une photosensibilité, un syndrome sec, des cérites, donc pleurésie ou péricardite, et des atteintes neurologiques. L'atteinte rénale correspond à une néphropathie glomérulaire. Seront alors retrouvables une hématurie et une protéinurie. En fonction du profil lent ou rapide, cette néphropathie peut prendre la forme d'un syndrome glomérulaire chronique ou d'un syndrome néphrotique, ou bien d'un syndrome néphritique ou d'une GNRP. Ceci explique que la bandelette urinaire doit être répétée lors du suivi. Ainsi, tout syndrome glomérulaire chez une femme jeune en période d'activité génitale doit faire suspecter un lupus. Il faut rechercher des signes extra-rénaux devant toute néphropathie glomérulaire. L'analyse de la biopsie rénale est majeure, car il n'existe pas de corrélation stricte biologico-histologique ni clinico-pathologique. L'analyse de la biopsie permet de classer le type de néphropathie lupique, ce qui a une implication pronostique et thérapeutique directe. Le collège de néphrologie insiste donc sur la classification histologique de cette atteinte, en classes allant de 1 à 6. Pour simplifier,
les atteintes de classe 1 et 2 ne touchent que le mésangiome. Celles de classe 3 et 4 vont toucher l'épithélium, respectivement dans moins et plus de 50% des cas, et l'atteinte de classe 5 atteint l'épithélium, avec une glomérulopathie extramembraneuse, et la classe 6 correspond à une sclérose, touchant plus de 90% des glomérules. La prise en charge médicamenteuse concerne les classes 3 et 4. Maintenant que l'on a fait un point sur la clinique, nous allons voir ce qu'il en est des examens complémentaires. Pour commencer, le bilan biologique retrouvera une CRP peu élevée lors des poussées, en dehors des cas de sérite, d'infection ou de thrombose. L'hémogramme peut montrer des cytopénies, une élévation de la créatininémie en cas d'atteinte rénale, un allongement du TCA en cas de SAPL. Ensuite, l'analyse immunologique retrouvera des anticorps antinucléaires, ou AAN, qui sont constants mais non spécifiques. Le dépistage est fait par immunofluorescence indirecte sur les cellules HEP2, avec un seuil de positivité supérieur à 1 sur 160. La présence d'AAN ne constitue qu'un test d'orientation. Il est indispensable de préciser leur spécificité par la recherche d'anticorps anti-ADN natifs, très évocateurs de lupus systémique, et d'anticorps spécifiques d'antigènes nucléaires solubles, que sont les anticorps anti-SSA et anti-SSB. Ensuite, les anti-SM sont très spécifiques du lupus systémique mais moins sensibles. Enfin, une hypocomplémentémie est souvent observée lors des poussées de lupus systémique. En cas de doute clinique sur l'aspect lupique des lésions cutanées, une lésion peut être biopsiée pour pouvoir confirmer ce diagnostic. Comme dit précédemment, la biopsie rénale peut également être un examen à réaliser. Enfin, un ECG de référence doit être réalisé pour ne pas se méprendre sur l'origine d'une atteinte ECG plus tard, lors d'une potentielle douleur thoracique ou d'une dyspnée. Pour finir sur le lupus systémique, nous allons maintenant aborder la prise en charge. Le traitement de fond repose sur l'hydroxychloroquine, qui nécessite un suivi ophtalmologique ainsi qu'un ECG préthérapeutique. Le traitement des poussées repose sur les corticoïdes et sur les immunosuppresseurs. Ensuite, comme toute maladie chronique, l'annonce doit comporter une éducation thérapeutique, comportant notamment la photoprotection, l'arrêt du tabac, les bandelettes urinaires régulières et la planification des grossesses, avec nécessité d'aborder la contraception dès la première consultation. Pour finir ce podcast, nous allons rapidement aborder le syndrome des anticorps antiphospholipides ou SAPL. Le SAPL est individualisé comme l'association de manifestations thrombotiques ou obstétricales associées à la présence d'anticorps dirigés contre les phospholipides persistantes dans le temps. Certaines manifestations clinico-biologiques rentrent dans le cadre des critères diagnostiques. Les critères cliniques sont les thromboses veineuses, artérielles ou de la microcirculation, les manifestations obstétricales, au moins 3 fausses couches précoces, spontanées, consécutives, sans autre cause identifiée, ou au moins une mort fœtale in utero, ou au moins une prématurité non expliquée. Les critères biologiques sont définis par la présence persistante d'au moins un anticorps détecté par des techniques variées. Il peut ainsi s'agir de présence d'auto-anticorps anticardiolipines, de type IgG ou IgM à titre élevé, présence d'anticorps anti-bêta-2 glycoprotéine 1, de type IgG ou IgM à titre élevé, présence d'un anticoagulant circulant par des tests d'hémostase, avant la mise sous héparine. On retrouvera alors un allongement du TCA isolé corrigé uniquement par un excès de phospholipides. D'autres atteintes du SAPL sont possibles, bien que ne rentrant pas en compte dans les critères diagnostiques. D'un point de vue cutané, il peut y avoir un livédo en forme de maille de filet, dit racemosa. Du point de vue cardiaque, il peut exister des valvulopathies, et on peut également retrouver des atteintes rénales avec des thromboses des artères intrarénales. Le traitement du SAPL thrombotique repose sur une anticoagulation la plupart du temps à vie, avec héparine pour les thromboses récentes, puis traitement à vie par AVK. Et voilà, on arrive au bout de ce podcast sur le lupus systémique. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous les transmettre. Et on se retrouve une prochaine fois avec un autre podcast. Bonne journée!